coup, je me dis, oui, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? J'ai plein de spécialités. Non. J'ai quelques spécialités, je pourrais parler de l'expérience au niveau du gouvernement, je pourrais parler de ce que je fais dans les organisations internationales. Je dis non, je vais essayer de partager autre chose. Donc dans cette autre chose, il y a cette notion de Maroc 2.0, mais en réalité j'ai hésité. Est-ce que je mets 2.0, 3.0, 4.0 ou 5.0? Je vais commencer par là, et après, tout à l'heure, à la fin de la séance, on décidera ensemble de quel X.0 on va parler. Alors, au niveau de ma réflexion, je parle de prospective. Et c'est volontaire, parce que généralement, on aurait pu croire que c'est perspective de réalité. En fait, non, c'était prospective de réalité. Et justement, je prends à témoin Moulay qui était avec nous dans le temps, dans une association qui s'appelle Association Marocaine Prospective, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais au préalable, je voudrais juste partager avec vous, parce que bien, bon, c'est vrai que les définitions, les choses, ça fait un peu académique, mais rassurez-vous, avant que vous nous envoyiez ce qu'il faut respecter, j'ai fait 2 slides et 2 textes. Tous les autres slides, il y a que des images. Donc rassurez-vous, ça ne va pas être... Dans la prospective et la démarche qui vise dans une perspective déterminée, à se préparer aujourd'hui pour demain. C'est là, en fait, c'est très important, parce qu'on peut réfléchir aujourd'hui pour qu'est-ce qu'on pourrait être en 2025 ou 2030. Grâce justement à la prospective. Il ne consiste pas à prévoir l'avenir, mais à élaborer des scénarios possibles sur la base des données disponibles. Et sa fonction première est d'être une aide à la décision stratégique. C'est pour cela que nos stratèges et nos dirigeants devraient être prospectivistes, devraient solliciter la prospective, et qui engage donc un individu ou un groupe de personnes. Alors, justement, en 1982, bon, il faut dire que, juste pour l'anecdote, j'ai fait mon premier programme informatique en 1973. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas choisi l'informatique dans le temps. Mon père me dit, oui, mais passe ton bac. Je dis, non, je vais faire de l'informatique. Je dis, oui, mais c'est 2 choses à part. Je dis, même si je rate le bac, je vais faire de l'informatique. Bon, heureusement que j'ai réussi ma bac, j'étais en France. Et à mon retour, en 1980, j'ai eu la chance de travailler avec Moulay. J'étais civiliste. Alors, malgré mon doctorat, j'ai touché 1500 dirhams pendant 2 ans. Moulay, je le connais depuis exactement janvier 80. Alors, il faut dire aussi que quand j'étais venu pour enseigner l'informatique, tout fier de moi, on dit c'est dommage, mais il n'y a pas d'ordinateur. Alors, on a commencé par enseigner l'informatique sur le tableau. Alors, je m'étais juré, malgré que j'étais que civiliste, de dire, Moulay, avant la fin de l'année, il faut qu'on ait un ordinateur. Et en octobre 80, il y avait le premier ordinateur de l'ISCAE. Il n'y avait pas de la micro encore, c'était un mini-ordinateur, et on n'avait pas le budget suffisant. On a dû négocier avec le fournisseur pour nous prêter des terminaux, et on l'a payé sur l'année suivante. Bon, voilà, et ça, il en est témoin et encore pas. Alors, mais suite à cela, en 82, j'ai été invité à participer avec l'association marocaine de prospective à Tel Odet. Je venais d'arriver, je dis non, je vais découvrir qu'est-ce que c'est que cette prospective. Avec M. Mehdi Menjra, bien évidemment, et un certain nombre de personnalités. Bon, Moulay aussi était membre avec nous. Il y avait de grosses pointures dans le temps. Et on a passé 2 jours à réfléchir sur l'informatisation de la société marocaine, 1982. Et pendant là, moi je venais d'arriver, j'essaie de découvrir. Le samedi matin, le samedi à 14h, Mehdi Menjra m'appelle, me dit, tu présides la séance. Je dis, oh, vous rigolez, j'espère. Je ne sais pas, j'ai jamais dirigé une réunion. Je dis non, c'est comme ça que je commence par ça. Alors j'ai animé, j'ai trouvé quel thème aborder, je leur dis, et si on utilisait l'informatique pour combattre l'analphabétisme? C'est une bonne idée, on a débattu en 82. Et la même après-midi, on avait offert des ordinateurs au lycée de Tel Odet. D'accord, dans le temps. Alors, mais ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'on a écrit? Les déclarations de Tel Odet. Ça existe encore. Sur le site de Mehdi Menjra, vous trouverez la déclaration de Tel Odet. J'ai pris quelques passages. Et je vous demande juste un instant de dire qu'est-ce qui a été dit en 82, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. C'est dommage qu'on n'en a pas pris compte à un moment ou à un autre.
première des choses, élaborer une stratégie pour un développement harmonieux de l'informatique, bien évidemment, on ne parlait pas des technologies de l'informatique, pas de l'informatique, afin de satisfaire les besoins les plus pressants des citoyens. La deuxième déclaration, repenser les systèmes d'apprentissage, d'éducation et de formation afin de faciliter la transformation des structures mentales et du mode relationnel. Doter l'ensemble du territoire d'infrastructures et de supports de la communication pour favoriser la démocratisation de l'informatique. C'est-à-dire que maintenant on parle de, en fin 2011, on aura la couverture totale par le signal, etc. La fibre optique, elle va venir et ça existe. Intensifier le financement de la recherche et développement pour une maîtrise des technologies, leur évolution et leur intégration dans le milieu socio-culturel. Et prendre conscience de la nécessité d'une déontologie de la pratique informatique afin de protéger les individus comme les collectivités des méfaits que pourrait provoquer un usage abusif et incontrôlé de l'informatique. Et quand est-ce la Commission nationale de protection des données personnelles a été mise en place? Il y a un mois. 82, 2000. Bon, si quelqu'un veut jeter un coup d'œil, peut-être qu'on aurait fait plus vite. Bon, voilà ce qui a été dit en 82. Alors, je vais de ce côté, etc. Alors maintenant, on va justement, cette notion de marque 2.0, parlons de Web 2.0. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, le Web s'est développé avec l'utilisation d'un contenu riche, c'est ce qu'on appelait des sites web à un certain moment. Le Web, la visibilité au niveau du Web 2.0, c'était le hors-ligne, le référencement, les liens, etc. Tout ce qui est publicité de web, etc. Et après, tout ce qui est le Web 2.0, dont certains parlent en fait du Web des personnes, où on a un certain nombre de choses, telles que les wikis, les réseaux sociaux, les blogs, le partage, justement, etc. Et qui se caractérise aussi par un certain nombre de choses, c'est tout ce que, vous savez, je ne vous apprends rien, les notions de software as a service. C'est ça l'avenir. Plus personne n'aura à stocker ses données. Vous voulez payer quelqu'un, et bien vous rentrez sur le web, vous payez quelques dirhams et vous aurez quelqu'un qui va faire la paie et l'éditer chez vous. Vous avez besoin d'autres types de services. C'est l'exemple que je donnais de l'université Mohamed V. Il y a 2 ans, on avait initié avec Google justement, ils sont 22 000 à peu près étudiants à l'université. Les 22 000 étudiants maintenant, ils ont tous leur adresse email, leur ceci, cela, ils partagent des documents avec leurs profs, ils ont des agendas partagés, et ça a coûté 0 dirham à l'université. Tout ce que j'espère que les autres universités fassent la même chose, et c'est grâce justement à cette Web 2.0. Et tout ce qui est software as a service, alors bien évidemment maintenant on parle de plateforme as a services, etc. Parce que bon, je risque de dépasser le temps, je ne fais pas. Là, l'option de communauté, d'accord, ça c'est la caractéristique justement du Web 2.0. Et la dernière chose, c'est tout ce qui est facilité d'usage. C'est pas compliqué, beaucoup de gens peuvent l'utiliser. Alors justement, avant d'arriver ici, c'est pour ça que j'ai changé ma présentation, j'ai ajouté la pyramide de Maslow de 3.0, version 2010. Alors le Web 3.0, en fait, on parle maintenant du Web des composants, non plus des personnes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous savez qu'il y a une grosse problématique de l'IPv6, parce que l'IPv4 est bloqué, les adresses avec lesquelles on donne des adresses IP, ça y est, ça coince. C'est comme le bloc de l'an 2000. Alors maintenant, on va passer l'IPv6. l'IPv6, ça veut dire quoi? Ça veut dire illimité les adresses. Donc, vous aurez plusieurs adresses IP. Si vous avez une puce RFID sous la peau parce que vous êtes malade et vous voulez être reconnu, c'est une adresse IP. Votre téléphone 1, c'est l'adresse IP. Le téléphone 2, parce que généralement tout le monde en a au moins 2. D'accord? Votre ordinateur, votre réfrigérateur, votre voiture, vos ceci, donc les adresses IP, tout sera adresse IP. Donc vous voyez un peu comment on pourrait se projeter dans l'avenir. Et c'est ça. Et en plus de cela, ce qui apporte Maslow dans ça, c'est la notion des différents types de besoins. Il y a la survie, il y a la sécurité, l'appartenance, la socialisation. Après, c'est l'estime et la réalisation. Voilà un peu les différents thèmes. Et c'est le Web 3.0 apportera justement cette notion d'estime, de réalisation de soi. Alors maintenant, la génération Y. Alors vous voyez, les générations, c'est ça.
Alors, les baby boomers, c'est entre 42 et 62 à peu près. Génération X, c'est peut-être certains d'entre vous, ils sont 82. Et bon, la génération Y, vous les connaissez, vous les reconnaîtrez dans la rue, ils sont tous avec leurs jeans qui tombent. C'est ça la génération Y. Alors pourquoi je vous ai fait ce slide? C'est pour vous expliquer la différence. Parce que les X et les Y, ils sont l'opposé l'un de l'autre. Et on se demande pourquoi les gens ne se comprennent pas dans les entreprises, dans les organisations humaines, parce que la mécanique est totalement différente. Pourquoi? Eh bien, ces gens-là, c'est des créatifs. Et en plus que cela, c'est des créatifs actifs. Créatifs. Ils sont mobiles, ils sont en train de bouger partout. Ils sont producteurs. Ils ont des blogs, ils sont ceci, ils sont cela. Ils sont capables de regarder une vidéo, chatter avec quelqu'un tout en lisant leur email et en réfléchissant à autre chose. Ils sont multitâches. Et ils sont interconnectés. Bon, quand on voulait déménager dernièrement, mon fils m'a dit, est-ce qu'il y a un Internet? Je dis, ah, non, pas encore. J'ai mis l'eau, l'électricité, mais pas encore Internet. Il dit, on ne déménage pas. Il n'y a pas Internet. On n'y va pas. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est le collaboratif. Ils sont très coopérants, avec la notion de pair à pair. Les engagements, l'expérience, ils sont visuels et kinesthésiques. Alors là aussi, je n'ai pas envie de m'étaler sur ce principe de visuel, parce que c'est des gens qui se projettent beaucoup sur l'avenir, qui rêvent, tant mieux. Et motivés par le sens, et de donner du sens à ce qu'ils font. Et là, ce petit gamin qui distingue les trois catégories de personnes, et chacun de vous se retrouvera. Il y a les digital natives. Il est né avec le portable dans la main, avec la console de jeu, et le compte, il a la Wii. Alors après, vous lui dire, il faut lui expliquer, il est dedans. Et même la Wii maintenant, comme vous le savez, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose dans la main. Bientôt, la technologie leur permettrait de vous bouger et ça se passe, et vous marquez des buts. Alors les deuxièmes, c'est les digital immigrants. C'est-à-dire qu'ils sont nés à long terme. Bon, par exemple, moi je n'étais pas forcément digital, mais j'ai immigré. Vous avez fait, il y a des gens qui font de l'immigration dans d'autres pays. Ben, dans le digital, il y a des gens qui arrivent au digital et qui s'en sortent relativement bien, sachant que leur système n'est pas tout à fait la même que les deux autres. Alors bien évidemment, une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les digital returns, c'est les gens qui ont encore des difficultés avec le toaster pour le faire marcher. Alors là, pour leur dire d'utiliser la souris, tout ça, c'est encore un autre problème. Alors voilà maintenant la différence entre les digital immigrants et les digital natives. S'il vous plaît, vous serez gentil de m'indiquer... Il me reste 3. Bien, la seule chose, vous voyez, le professeur qui est immigrant, il faut aller doucement, single, et il faut avoir du texte avant l'image, etc. Les restes, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire, le digital native, il peut recevoir l'information rapidement, il est multitâche, il préfère avoir des images et des vidéos plutôt que du texte, etc. Donc, ça bouge différemment. Alors voilà, une enquête a fait sortir que 67% des digital natives ont l'impression d'entendre ou de sentir sonner leur téléphone. Ils sont tous là, ok. 42% d'entre eux font des SMS sans regarder. Et, je vois qu'avec mes enfants, je dis comment ils font, j'en sais rien, mais voilà. Un jeune digital native envoie au moyenne 1500 SMS par mois, 82% consultent plusieurs médias à la fois, et 91% utilisent le web pour contacter les proches. Alors les usages, là, bon, vraiment, je n'aurai pas le temps. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire la moitié de la conférence et l'autre moitié pour le prochain public. Là, il y a une notion qui est très importante. En 2004, j'ai reçu un grand avocat parisien qui s'appelle Alain Bensoussan. D'ailleurs, c'est des gens qui sont intéressés, c'est alainbensoussan.com. Et il va parler, vous savez, maintenant, sur le plan juridique, c'est un avocat, un grand cabinet d'avocats d'une centaine de personnes, qui est d'ailleurs venu me voir hier, pour d'autres raisons. Et il m'a dit, vous savez, vous êtes sur quoi on est en train de travailler sur le plan légal, et les textes, c'est sur l'informatique des flux. Qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? C'est que demain, au même titre que l'eau et l'électricité, vous venez, vous allumez. Est-ce que vous vous posez un seul instant d'où vient cette électricité? De quelle centrale? De quelle haute tension? Basse tension? Machin? Quel connecteur? Prise? Non. Ben, l'informatique, ça va être la même chose.
est-ce que le serveur marche, marche pas, ils tomberont pas, c'est pas un problème. Moi je me connecte avec bien évidemment la mobilité en plus, je dois être connecté tout le temps, d'accord, et avec un usage de plus en plus facile. Ici, je ne vais pas en parler, c'est l'entreprise de demain va être totalement différente. Donc les entreprises qui ne vont pas prévoir comment va fonctionner l'entreprise, malheureusement je n'ai pas le temps, parce que j'aurais voulu vous dire quelques exemples, mais l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'ai besoin d'un service, je me connecte, je le paye et je le reçois. Où est-ce qu'il est stocké, qui le fait, comment, par quel paye, etc. Je m'en fous. Et d'ailleurs, quand vous avez Sugar CRM, c'est la gestion de la relation clientèle, et c'est ce qui se fait maintenant. Alors ça, c'est l'un des premiers services software as a service qui marche beaucoup, c'est que on peut gérer ses clients, ses rendez-vous, c'est ceci, c'est cela, etc. Le suivi du client, les relances des clients et ceci. En plus de ça, ça va être des tablettes du type iPad et ça va être des portables. Et comme les portables vont se démocratiser, et comme nous sommes au Maroc 27,5 millions de portables, les portables vont se démocratiser, ils seront tactiles, ils vont parler, ils vont avoir des images, donc on aura, même les analphabètes pourront utiliser leur téléphone comme ils l'utilisent maintenant, mais en ayant des services plus aboutis. Là, c'est l'administration. Je ne vous en parle pas parce que je suis en plein dans tout ce qui est eGov et je vous invite à aller visiter egov.ma où il y a tous les projets eGov qu'on est en train de mettre en place. Et le eGov, justement, va être à la portée du citoyen. C'est-à-dire le citoyen, il faut s'adapter, d'accord, en fonction de ce qu'il sait, ce qu'il connaît, et pour avoir sur son portable régler ses petits problèmes dans la mesure du possible. Alors là, c'est le M-commerce, parce que beaucoup de gens parlent de e-commerce, et comme combien de millions d'ordinateurs il y a au Maroc, et combien de portables, alors il faut peut-être réfléchir que beaucoup de gens vont acheter, d'accord, à travers leur portable. Ici, c'est l'ubiquité, c'est en fait anything, anyone, anywhere, anytime. Là, c'est ce que les gens souhaiteraient avoir, cette interconnexion permanente. Alors l'éducation 2.0, ça c'est la classe traditionnelle, c'est le tableau noir, les livres, les carnets, face au professeur, être passif, travailler individuel, pas ou peu d'échanges ou de débats, test pour sélectionner, pour diagnostiquer. Voilà en fait, par contre, pour co-construire ces savoirs, il faut avoir toutes les notions d'internet, de coopération collaborative, communication, projet, etc., permettraient de rechercher, synthétiser, communiquer, contribuer, publier et collaborer. Alors, c'est pour cela qu'il y a là j'ai raté, il y avait un message où il disait que maintenant, pour les jeunes, il faut leur apprendre à chercher l'information. C'est là où la différence, le nouveau paradigme. C'est pas, l'information existe, il n'y en a que de trop. Mais comment la sélectionner et la choisir, ça c'est autre chose. Et la classe de demain, ce sera cela. Il n'y aura plus de livres et de cartables de 15 kilos qui créent des scolioses à tous les enfants. Il y aura un petit ordinateur qu'ils vont emmener avec eux, ils vont se connecter, le projeter sur un tableau d'eau qui est interactif pour corriger tout ça. Et ça va être demain, la classe de demain. Alors apprendre, je suis au sein, c'est l'aspect de collectif, collaboratif et de création. Je ne rentre pas dans le détail parce que là, je risque de déborder de plus de 5 minutes. Apprendre devient une activité continue liée au travail, l'apprentissage informel marque les compétences. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir utilisé la prospective pour dire que sera le Maroc de 2030. Et merci.